Mesdames, Messieurs, bonjour, vous écoutez Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougui Atouba, la technique Amadou Ndiaye. Voici les titres. Une personne est décédée et 3 autres blessés dans un accident sur la Nationale 4. Parmi les blessés, le commissaire Mamadou Ndour, commandant le groupe opérationnel du GMI. C'est sa voiture qui a dérapé avant de percuter un véhicule de transport en commun. Les crimes organisés et le terrorisme dans la ligne de mire du nouveau patron de la gendarmerie nationale, le général Meïssa Niang, haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce matin. Antenne spéciale à Touba, 4 jours du Magal 2016, Radio Sénégal est dans la cité Mouride. Nous allons vous faire vivre le Magal à travers des magazines. Le sommaire du premier numéro avec vous, Demba Malick Mbodj. Demba Malick Mbodj que nous retrouverons après la page des sports de Cheikh Tidiane Ndiaye. La revue de presse signée Papa Malick Ndao mettra fin à ce journal. Bienvenue. Accident sur la Nationale 4 entre Kaolack et Gossas. Bilan 1 mort et 3 blessés. C'est la voiture du commissaire Mamadou Ndour, commandant le groupe opérationnel du GMI, qui a dérapé avant d'entrer en collision avec un véhicule de transport en commun. Le récit de Daouda Badiane. 1 mort sur le coup et 3 blessés sur le bilan de l'accident qui s'est produit cette nuit sur la route nationale 4 à Kaolack-Gossas. Des véhicules sont entrés en collision. Le véhicule 4x4 conduit par Mamadou Ndour, commissaire de police commandant les groupes opérationnels du groupement mobile d'intervention de Dakar, a dérapé. Du coup, il s'est retrouvé sens inverse de sa direction. Dakar vers Kaolack, c'est en ce moment qu'il a percuté l'autre véhicule, cette place de marque Peugeot 505. Un membre de la famille du commissaire Ndour est mort sur place. Le commissaire Ndour et 2 de ses parents se blessent. D'ailleurs, le commissaire Ndour a été évacué à Dakar où il doit recevoir des soins. Les 2 autres membres de sa famille sont admis présentement à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. L'accident s'est produit à Nyolanempel, une localité non loin de Khelcom Biran. A signalé que les passagers à bord du véhicule, cette place Peugeot 505, n'ont eu aucun grief. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Je rappelle donc l'Union des magistrats du Sénégal ne veut pas d'un statut spécial pour le premier président et le procureur général près la Cour suprême. L'UMS rappelle que l'âge de la retraite est fixé à 65 ans, valable pour tous les magistrats. Mamadou Dior. Le bureau de l'UMS invite les pouvoirs publics à retirer ce texte parce que ce texte pose déjà trop de problèmes. Maguette Diop, président des magistrats sénégalais, n'y va pas par 4 chemins pour dire tout le mal que ses camarades pensent du texte de loi adopté le 2 novembre dernier en Conseil des ministres. Pourquoi la levée des boucliers, Maguette Diop? Ce qui gêne pratiquement tous les magistrats dans ce texte, c'est l'institution de la durée par rapport aux fonctions du premier président de la Cour suprême et du procureur général de la Cour suprême. Si nous respectons scrupuleusement la durée de ce mandat, il peut excéder l'âge de la retraite. Or, nous avons dit que l'âge de la retraite est fixé dans notre statut, dans la loi organique portant statut des magistrats, 65 ans. Et il n'est pas absolument acceptable qu'il y ait une quelconque dérogation par rapport à ça. L'UMS reste ferme sur l'âge de la retraite fixé à 65 ans pour tous les magistrats où qu'ils se trouvent. Maguette Diop a espoir que l'exécutif va revoir sa copie et se dit ouvert au dialogue. La justice, c'est la sérénité. Vraiment, la quiétude. La justice ne peut se mouvoir que dans une atmosphère de sérénité. À quoi bon? Déjà, un texte qui est à l'étude, qui pose autant de problèmes, à mon avis. L'autorité doit quand même prêter une oreille attentive à ce qui se passe au niveau de la justice. Une oreille attentive, c'est tout ce que l'Union des magistrats sénégalais attend de l'État pour dépasser ce que l'UMS qualifie de malentendu. Mamadou Dior, le général de division Meïssa Niang a été officiellement installé dans ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. La lutte contre les crimes organisés et le terrorisme figure parmi ses priorités. Le nouveau patron de la gendarmerie nationale ici au micro de Demba Diaw. Dont l'objectif est d'apporter une réponse effective aux diverses formes d'insécurité induites par le phénomène de la criminalité. L'action de la gendarmerie sera donc jugée à travers les dispositifs et les mesures qu'elle a prises en vue d'assurer notre fonction fondamentale de sécurité publique et de défense sur l'ensemble du territoire national. Il est devenu indispensable
que nous renforcions notre présence dans les lieux et aux heures où existe un sentiment d'insécurité chez les populations. Cette posture de proximité quotidienne nous permettra de nous rapprocher davantage des populations et de leurs préoccupations sécuritaires. Pour ce faire, je n'hésiterai pas à adapter nos méthodes, à évaluer et à faire évoluer les procès d'exécution de nos missions en instaurant au besoin des pratiques innovantes pour satisfaire aux nouvelles exigences. En effet, bien que nous devions préserver la base de notre organisation traditionnelle, notre institution doit intégrer incessamment les nouveaux paradigmes criminologiques pour mieux cerner les critères de performance. L'organisation fonctionnelle du commandement et les modes d'action principaux de nos unités doivent être la caisse de résonance des problématiques de la criminalité et de la délinquance auxquelles la société sénégalaise est confrontée au quotidien. Le général de division Meissa Niang, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Demba Diaw promet de revenir sur l'installation du général Niang dans un reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Atelier de sensibilisation sur la mise en œuvre de la stratégie sectorielle genre du ministère des Forces armées, l'institutionnalisation d'un programme de formation et l'intégration des cellules genre dans la structure organisationnelle du ministère fait partie des priorités. Cette initiative est le résultat d'un partenariat. Mariam Amane. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie sectorielle genre, le ministère des Forces armées compte prendre des mesures pour lever les défis liés à l'intégration des femmes dans les Forces armées. Son directeur de cabinet, Demba Diouf. Il était tout à fait nécessaire que nous puissions intégrer cette nouvelle politique des femmes, une nouvelle approche qui permettra de tenir en compte des spécificités liées donc à la gente féminine. Pour réussir cette initiative, la Suisse, à travers le Centre pour le contrôle démocratique des Forces armées de Genève, apporte son expertise. Son Excellence, l'ambassadeur de Suisse à Dakar, Dagna Tartagli. On s'est rendu compte dans des opérations de maintien de la paix et des actions de sécurité, s'il y a aussi des patrouilles mixtes, ça fonctionne beaucoup mieux que s'il y a seulement des patrouilles féminines ou masculins, parce que comme patrouille mixte, on peut réagir et interagir avec la population différemment. Et surtout, les opérations de maintien de la paix ont souvent aussi un mandat de protection des civils. Le ministère de la Famille, lui, compte apporter son soutien technique à cette stratégie. La directrice de l'équité et de l'égalité du genre, Absangom Wad. L'intérêt d'accompagner un tel processus se situe à plusieurs niveaux. Le Sénégal a adhéré au niveau international par rapport à beaucoup d'engagements. Des engagements qui sont relatifs à la promotion et à la protection des droits de la femme, comme la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cet atelier est financé par le ministère des Affaires étrangères de la France et la Confédération de Suisse. Mariam Amane, une analyse de la gestion du foncier à Thiès laisse apparaître des dysfonctionnements et des irrégularités. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Forum civil dans 5 communes de Thiès. L'organisation a publié les résultats de son programme Bonne gouvernance foncière Radioum. La gestion foncière pas du tout transparente à Thiès. Tel est le résultat d'une étude menée par le Forum civil durant une année. Un projet qui montre à suffisance l'étendue des litiges fonciers notés au niveau de la capitale du rail. Abdoul Aziz Diop, coordonnateur du Forum civil à Thiès. Au niveau de Mbourkat, il y a eu des attributions, même sur la forêt classée, alors que ça empiète sur la forêt classée qui n'a pas été déclassifiée. Ça a créé beaucoup de problèmes. L'autre problème, c'est avec Ila Touba, le collectif des impactés de Ila Touba. Le Forum civil s'est investi avec les autres pour trouver une solution avec la Géroute et les populations concertées. L'autre élément aussi, vous avez du côté de Kerdago aujourd'hui, la SNHLM, qui a pris aussi les terres des populations de Kerdago et de Silma. Elles sont représentées. L'autre problème aussi, nous avons l'assiette foncière de Thiès, parce qu'avec le périmètre communal est très réduit. L'assiette foncière est presque épuisée. Pour amoindrir ces difficultés foncières, le Forum civil préconise l'application de la méthode du dialogue pendant la formulation de certains projets de l'État. Mohamed Mbouj, coordonnateur national du Forum civil. L'idée, c'est de ramener le dialogue comme moyen de corriger les dérapages dans la conduite et la formulation autour de ces problèmes qui ont été recensés, mais aussi de sonner l'alarme sur le mode de gouvernance des grands projets. En plus de ce diagnostic réalisé sur le problème foncier, le Forum civil, à travers son projet Bonne gouvernance foncière, a outillé plusieurs acteurs qui s'activent dans le domaine foncier dans 5 communes de Thiès. Radioum Thiès,
RTS. Contre l'immigration clandestine, la municipalité de Cap-Bugay dans le département de Kébémer s'érige en bouée pour les jeunes aventuriers. Elle veut les amener à explorer les niches d'emploi dans la zone des Niayes. Ce projet devra contribuer à l'élimination de certaines contraintes, parmi lesquelles l'absence de financement pour l'acquisition de matériel agricole. Ousmane Bang. Lompoul a toujours été un point de départ et une zone sensible à l'immigration clandestine. Et pourtant, cette partie des Niayes ne manque pas de potentialité pour la création de richesses et d'emplois pour ces populations. Malik Ba, porte-parole de Damgaï, maire de la commune de Cap-Bugay, qui sollicite un accompagnement des jeunes par l'État. Les jeunes ont souffert. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus confiance à l'immigration. Ils s'attellent à leurs activités parce qu'à Lompoul et ses environnements, il y a des activités génératrices de revenus. Et les jeunes savent aujourd'hui qu'il peut leur apporter plus qu'à l'immigration. Mais quand même, aujourd'hui aussi, ils demandent des appuis de l'État sur des programmes et des projets. On ne peut pas être à Lompoul et ses environnements de dire que je suis chômeur parce que maraîchage et la pêche, les activités aujourd'hui qu'on peut développer, il faut l'accompagnement de l'État. La pêche maritime, le maraîchage et l'élevage constituent des niches d'emploi pour les jeunes. Mais encore faudrait-il qu'ils disposent de financements conséquents pour se procurer du matériel qui constitue la principale contrainte. C'est ainsi les jeunes, à côté des autorités municipales, sollicitent vivement le déploiement des guichets du FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, ou encore de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. ANPEJ, Ousmane Bang, Radio Régionale de Louga, RTS. La municipalité de Cap-Bugay, département de Kébémer contre l'immigration clandestine. Nous allons à la découverte de Little Sénégal, un quartier situé à Harlem, aux États-Unis. L'on se croirait à Dakar et nos compatriotes ne sont pas dépaysés dans ce bout de Sénégal en Amérique. Envoyé spécial à New York, Ibrahim Assadi. 116 Street Harlem. Sur cette grande avenue de New York se trouve Little Sénégal, autrement dit le Petit Sénégal. Ici, pour reprendre le célèbre slogan d'une marque de chaussures, pas un pas sans rencontrer des Sénégalais. Il faut dire que nos compatriotes sont très nombreux ici avec d'autres Africains et y ont exporté leur mode de vie. Harlem, comme on appelle, il y a beaucoup de Sénégalais ici, c'est presque beaucoup d'Africains, je peux dire en général. Surtout les Sénégalais, c'est la rue où on trouve presque tous les magasins, tous les boutiques qui sont là sont gérés par les Sénégalais. Il y a des restaurants, des téléphones et compagnie, il y a tout dans le Sénégalais bari na fi trop ndax ñu ngi fi suñu njaboot gaa ngi fi ñepp a ngi fi. Les Sénégalais y vivent sans problème majeur et gagnent relativement bien leur vie. Je travaille sur la piste de l'aéroport. Bof, comme tous les Sénégalais. Vous gagnez beaucoup d'argent? Je gagne de l'argent. Pas beaucoup, je ne peux pas dire beaucoup d'argent, mais je sais que je gagne de l'argent. Pour autant, l'absence de papier pour être en règle avec les lois américaines revient comme un leitmotiv, surtout par rapport à la nouvelle donne qu'est l'avènement de Donald Trump. Les difficultés sont de ne pas avoir de papiers. C'est un réel problème. Déjà, tu as un problème de déplacement. Tout ce qui est administratif, des fois, tu veux régler des choses, mais tu ne peux pas. Ça ne passe pas parce que tu n'as pas les papiers, tu n'as pas le working permit, tu n'as pas le social security. C'est des éléments clés qui te permettent de bien intégrer la communauté américaine. Et c'est ça qui vous manque? Ouais, ça manque. Et tu ne peux pas te déplacer aussi. Tu ne peux pas aller voir la famille, les parents, les enfants. Si tu as une femme, il y a tout ça. L'intégration également pose problème, mais ici ce sont les États-Unis, le pays où tout est possible. Il suffit seulement d'oser et d'entreprendre. À New York pour Radio Sénégal, Ibrahim Assadi. 13h13 l'actualité des sports, présentée en direct par Cheikh Tidiane Gaye. Bonjour. Bonjour. Les Lions du handball sur la dernière ligne droite de leur préparation. Elles rentrent en regroupement fermé aujourd'hui pour l'ultime phase de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 28 novembre prochain à Luanda en Angola. Les Lions vont participer à cette CAN dans la poule A avec le pays hôte, la RD Congo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La préparation va se dérouler toujours en France avec les 18 joueuses sélectionnées, toutes des expatriés. L'objectif reste de terminer au moins dans les 3 premières places pour décrocher une qualification à la Coupe du Monde 2017 prévue en Allemagne. À Sédhiou, les acteurs sportifs se mobilisent pour la création d'un club fanion. Des rencontres et concertations tenues en amont seront couronnées par la tenue d'un forum régional demain mercredi en présence des autorités, élus locaux et acteurs sportifs, nous dit Mamadou Kanté.
La région de Sédhiou regorge de réelles valeurs sportives à l'image des internationaux tels que Sadio Mané, Papis Demba Cissé, Moussa Seydi ainsi que le jeune Ibrahima Dramé du centre de formation de football Les Diambars. Mais malgré ces potentialités, force est de reconnaître que la région n'a jamais eu un club évoluant dans la première division de football. Les clubs existants n'ont jamais pu atteindre la deuxième division, suffisant pour que les fils de la région de Sédhiou et ceux de la diaspora unissent leurs efforts pour mettre en place un club fanion capable de rivaliser avec les autres régions. Diatandaou est le président du comité d'initiative. Nous avons remarqué depuis bien longtemps que notre football périclite, que notre sport est en désuétude. Chacun le constatait, mais plus personne jusque-là n'avait pris son courage en deux mains et exposé, n'est-ce pas, le mal à la place publique. Ça chagrinait, je disais tantôt, les Sédhiouis de l'interne, tout comme les Sédhiouis qui sont de la diaspora. Frustrés qu'ils sont de remarquer l'absence de Sédhiou dans les joutes nationales, à l'instar des autres régions. Alors que tantôt on constate que Sédhiou a bien de talent, Sédhiou a bien de l'intelligence, dans notre diversité, voir comment apporter une solution performante et idoine à booster le sport en général vers l'émergence. Les sportifs ont accueilli la donne avec beaucoup de plaisir. À signaler que les concertations et autres sensibilisations menées en amont seront couronnées par la tenue d'un forum avec la participation d'Anderlecht en Belgique qui va signer un partenariat avec l'école de football, le Karantaba, entendez la grande école. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Merci Mamadou Kanté. La suite ce soir des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de football, cela concerne les zones Am Sud et Asie. Asie déjà avec la Corée du Sud qui vient de battre l'Ouzbékistan sur le score de 2-1. Chine-Qatar se joue présentement. Syrie-Iran également. Thaïlande-Australie à la mi-temps 1 partout. Émirats Arabes Unis, Irak à partir de 15h30 pour la zone Amérique du Sud ce soir. À 20h, Bolivie-Paraguay. L'Équateur accueille le Venezuela à 21h. Argentine-Colombie 23h30. 23h30 également à Chili-Uruguay. Et à 2h30, le leader, le Brésil, se déplace au Pérou. Le Pérou qui est actuellement 8e sur 10 équipes. Et puis notez tout simplement qu'il y a également des matchs amicaux puisque c'est une date FIFA. Entre autres matchs, France-Côte d'Ivoire à partir de 20h. Une minute de silence sera donc observée en la mémoire de Laurent Pokou, décédé dimanche, donc l'ex-attaquant ivoirien. Angleterre-Espagne, Maroc-Togo, Italie-Allemagne, Russie-Roumanie ou encore Mozambique-Afrique du Sud qui se joue à partir de 17h. C'était les sports avec Cheikh Tidiane. Merci. Magal 2016, Radio Sénégal est dans la cité de Cheikh Ahmadou Bamba. Du mardi 15 au dimanche 20 novembre, Radio Sénégal vous propose en direct de Touba le journal du Magal. Reportages, portraits, interviews, enquêtes, tout sur le Magal 2016 avec nos envoyés spéciaux à Touba. À 4 jours du Magal 2016, c'est l'effervescence à Touba. Dans la cité mouride, les préparatifs vont bon train. Nous retrouvons à Touba Demba Malik Boj et l'équipe de Radio Sénégal. Bonjour. Bonjour Ogia Touba, bienvenue à la résidence Khadimou Rassoul où les équipes de la RTS ont pris leur quartier pour un bail de près d'une semaine. Le Magal de Touba 2016, J-4 au menu de ce premier journal. L'État qui inonde Touba et Mbaké de tonnes et de tonnes de riz. Les familles religieuses sont servies bien sûr, les maîtres coraniques aussi. Mais il y a surtout les familles démunies, 3000 environ. C'est pour bien accueillir les pèlerins d'autres familles, nantis ou pas, s'y mettre, peu importe ce qu'il en coûte. Touba qui s'agrandit à la vitesse lumière, déjà deuxième ville la plus peuplée du Sénégal avec une marge de progression importante. Seuls et les services sociaux de base dépassés par cette évolution fulgurante. Il y a urgence, d'excite le régional de la planification de Diourbel qui est notre invité.
Bonjour à tous, nous sommes à quelques jets de jet de pierre de la grande mosquée de Touba. Bonjour, temps clément, ambiance fébrile, les khassaïds en sourdine un peu partout. C'est la situation du moment avant la grande effervescence à Touba, la cité de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'apprête à accueillir des milliers de pèlerins, 2 à 3 selon certaines estimations. Une pression supplémentaire sur cette ville cosmopolite qui n'a pas fini de prendre de l'envergure. Touba, c'est une évolution exponentielle au niveau démographique, physique, économique et j'en laisse bien des aspects. La carte de visite de cette ville avec Ousmane Beng. La ville de Touba impressionne, elle suscite curiosité et étonnement. Fondée en 1887, la capitale du mouridisme est devenue l'une des plus grandes villes du pays, avec comme marque une occupation géographique exponentielle et une démographie galopante. Comme sans aucune contrainte spatiale, Touba, qui était bâtie sur 400 hectares et selon les estimations de 2003, couchait sur une superficie de plus de 30 000 hectares, faisant d'elle l'une des plus vastes villes du pays. Parallèlement à cette occupation spatiale inédite, le taux d'évolution démographique suit aussi une pente ascendante. La population est passée de 29 634 habitants au recensement général de la population de 1976 à 1 060 462 habitants au dernier recensement de 2005, c'est-à-dire 29 ans après. Date repère avec 1985, l'appel au peuplement du 3e khalife de Bamba, Cheikh Abdou Lahad Mbacké. Plusieurs villages se vident de leurs habitants au profit de la ville sainte. Alors, d'une situation de ville pèlerinage, elle va passer à celle d'une métropole, une ville cosmopolite et économique. Mais Touba impressionne aussi par son habitat, de belles villas, des immeubles R+, avec une architecture à l'européenne, mais qui cohabitent avec des constructions de fortune plus visibles dans les quartiers périphériques. Avec un taux de croissance démographique de près de 25% dans les années 80-90 à 35% au début des années 2000, Touba combat toutes les difficultés auxquelles les grandes villes font face. Parce que malgré les énormes efforts consentis par les pouvoirs publics et locaux, les questions d'assainissement, de couverture des besoins en eau, en électricité, pour ne citer que cela, demeurent encore comme une syphose sur le dos d'un chameau. Ousmane Beng Touba qui s'apprête donc à accueillir ces pèlerins, quoi qu'il en coûte, un devoir sacré pour tout habitant de la ville sainte, la ville de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans les maisons, l'heure est au grand préparatif et dernière retouche, objectif réservé aux hôtes, un accueil. Abdoulaye Ban a visité quelques domiciles. Voici son reportage. Dans sa belle villa au cœur de Tableau Thiabi, un quartier de Mbacké, Abdoulaye Lo, la cinquantaine, se livre à cet exercice jusque tard dans la soirée. Débarrasser sa maison de la poussière, souffleur à la main, l'air infatigable. Seul l'appareil pour vous aider à dégager la poussière. Tu as vu comment ça dégage la poussière? Ablaye est seul, son épouse et ses enfants sont à Dakar. Ils doivent le rejoindre ce mardi. En attendant, il a pris les devants en rendant sa maison propre et accueillante avec l'aide d'une femme de ménage. Pour lui, rien ne sera de trop pour l'hospitalité qu'il tient tant à offrir à ses hôtes. Depuis une semaine, j'ai commencé à m'organiser, à nettoyer la maison, à entretenir, bien faire pour faire plaisir aux hôtes. Parce que ce que Serigne Touba nous a recommandé, rien ne sera négligé. De la viande, du poisson, des fruits, tout. À 2 pas de chez Ablaye vit la famille Diop. Ami Diop, 18 ans, nous accueille et nous parle à cœur ouvert. Elle et ses parents semblent moins aisés au vu de leur modeste maison, mais ils sont autant déterminés que leurs voisins à relever le défi de l'hospitalité. Nous sommes dans une grande préparation. Nous essayons de faire notre mieux pour que les disciples qui viennent d'ici soient satisfaits. On a déjà acheté une bœuf, des boissons, de l'eau, tout ça pour que le grand magal soit une grandiose. En cette veille de Magal, les autochtones n'ont qu'un seul et unique souci, réserver à leurs hôtes un accueil sans faille. Abdoulaye Ban, le riz est bien présent à Touba. Le risque de pénurie est donc conjugué désormais au passé, un risque évoqué ces derniers temps. Anta Sardiako, la déléguée générale à la solidarité nationale, était dans la ville sainte pour apporter le soutien de l'État aux familles religieuses, mais aussi aux familles démunies. Nous écoutons Anta Sardiako.
yàlla na fi yàgg te wér moom la ñuy njëkk dem xool li ci war ñu yóbbul ko ci këram. Serigne Sidi Mokhtar, que Dieu lui fasse grâce d'une longue vie. C'est par lui que nous avons commencé. Ensuite, la famille élargie des descendants de Serigne Touba. L'appui Henri est à la disposition de tous. Mais nous avons reçu instruction du président de la République Macky Sall d'en faire aussi bénéficier les plus démunis. Nous n'oublions pas les handicapés de même que les maîtres coraniques. Nous avons répertorié quelques 3000 familles entre Mbacké et Touba. Le riz a été mis à la disposition du préfet et du sous-préfet qui ont mis sur pied une commission pour une distribution plus équitable. ren nag moom mooy li nga xam ne moom lañ ci indi dañ ko teg ci loxo sous-préfet bi ak waa action sociale ñu yóbbu ko teg ko ci benn béréb di leen ko jox. Anta Sarr Diako, la déléguée générale à la solidarité nationale, des propos recueillis par Abdoulaye Ban et traduits par Rama Boy. Nous l'évoquions au tout début de ce journal, l'évolution géographique et démographique exceptionnelle de la ville de Touba, de sa création à nos jours, évolution qui appelle quelques interrogations. Il y a notamment les plans de gestion durables qui n'ont pas forcément suivi dans le domaine de la satisfaction en services sociaux de base. Ibrahim Ndong est le régional de la planification de Diourbel. Nous l'écoutons. Il y a vraiment un accroissement exponentiel considérable, avec vraiment des taux d'accroissement annuel intercensitaire extrêmement importants. 1976 à 1988, 24%. Entre 2002 et 2005, 32%. Ce qui fait que cette expansion démographique fulgurante aurait nécessité des mesures d'accompagnement. Et ça, les autorités religieuses de Touba y ont pensé. Vraiment, les lotissements sont bien organisés, mais il y a un rush extraordinaire des populations. Suite aux années de sécheresse, les gens ont trouvé un refuge dans la capitale religieuse de Touba. Malheureusement, les services sociaux de base, les VRD, n'ont pas précédé cette occupation massive. Parce qu'il fallait d'abord mettre en place un plan directeur d'urbanisme, même si c'est respecté de façon empirique, la mise en place des voiries, surtout l'eau. Le réseau eau n'a pas suivi. Le réseau assainissement aussi n'a pas suivi. Et cette année, comme vous l'avez vu, il y a eu vraiment des inondations importantes à Touba cette année. C'est la même chose chaque année. Oui, c'est la même chose cette année, mais cette année quand même, avec le bouchage de certains passages d'évacuation, autour de la mosquée de Serigne Cheikh, il y a eu vraiment des problèmes. Malgré l'intervention, la mobilisation des moyens financiers et humains importants pour évacuer l'eau. Tout ça, c'est un problème. Une inadéquation, système d'assainissement, d'évacuation des eaux et occupation un peu anarchique de l'espace. L'électricité aussi ne peut pas suivre cette expansion démographique. Et même le réseau téléphonique. Parce qu'actuellement, le téléphone doit être présent partout pour des problèmes de sécurité. Les communications, il y a certaines zones périphériques, seules les charrettes peuvent les desservir. Parce qu'il n'y a pas le goudron. Aussi, pour la gestion des déchets solides, là aussi c'est important. D'aucuns disent que c'est une bombe en puissance. En tout cas, comme vous l'avez vu, à la veille du Magal, on a mobilisé autant de personnes, de moyens matériels pour nettoyer la ville. 10-15 jours avant. Et après, il va falloir encore mobiliser les gens 10 à 15 jours pour rendre la ville propre. Pour ce qui est de Touba Mosquée, il y a peut-être un plan en amont, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez dit, pour les habitats spontanés, alors que Touba continue de connaître jour après jour cette évolution exponentielle sur le plan géographique comme sur le plan démographique. Où est le risque si on laisse les choses en l'état? Il y a le plan d'urbanisme de Touba qui est relancé et un cabinet a gagné le marché pour faire les travaux. On a validé le plan d'action environnementale communale de Touba. C'est la première expérience au Sénégal. C'est pour tout Touba ou Touba Mosquée seulement? Parce que c'est ce qu'on reproche souvent à ce genre d'initiative-là. Non, c'est pour toute la commune de Touba, c'est pas pour Touba Mosquée seulement. Parce qu'il y a Touba et les villages environnants. Donc pratiquement tous les villages environnants se réclament même de Touba jusqu'à Touba Belel. Il y aura forcément une interconnexion entre ces villages-là et Touba. Parce qu'on ne peut pas arrêter, comme on dit, la mer avec ses bras. Donc tant que les gens auront besoin d'espace, ils vont se trouver des parcelles d'habitation. Maintenant, ce sera au détriment
de l'agriculture. Donc les terres jadis cultivées, mais vont céder le pas à l'habitat. On dit que c'est l'habitat qui chasse l'agriculture et c'est l'agriculture qui chasse la forêt. C'est une chaîne. Maintenant, dans le cadre de la problématique de la gestion durable des ressources, c'est là qu'il faut trouver vraiment une articulation intelligente pour essayer vraiment de maîtriser cette expansion territoriale et démographique de la ville de Touba et trouver vraiment le linkage qu'il faut entre la ville, son arrière-pays, mais aussi la ville et la région de Diourbel. Parce que c'était donc notre invité, le chef du service régional de la planification de Diourbel, qui revenait à l'instant sur les problématiques que pose l'évolution fulgurante au point de vue démographique et géographique de Touba. C'est tout pour les informations de ce jour. Merci à Babacar Mbaye à la mise en onde, André Noël Thiandoum et Pape Madi Kefal à la réalisation, logistique Bonasso, Omar Nyinga, coordonné ce numéro 1 du JP du Magal 2016 que vous a présenté Demba Malik Mbouch. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos éditions du soir. Merci Demba Malik Mbouch. Merci à toute l'équipe de Radio Sénégal à Touba. À présent, la revue de presse, c'est avec Papa Malik Ndao. Suite mais sans fin de l'affaire de la vente de carburant présumé toxique au Sénégal. Libération nous annonce que les sociétés Adax, Oryx, Vitol et Trafigura sont traquées. Car d'après Libération, l'ONG suisse Public Eyes, qui a mis au grand jour le scandale, a transmis le rapport original à la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Et cette dernière l'a remis au doyen des juges. Et d'après Libération, le doyen des juges qui attendait l'original du rapport n'attendait que cela pour ouvrir une enquête. L'Union des magistrats du Sénégal rejette le projet de loi organique sur la Cour suprême qui prévoyait la nomination du premier président de la Cour suprême pour une durée de 5 ans. Et d'après le quotidien, 25 des 26 membres du comité de juridiction de la Cour suprême présents à la réunion d'hier ont exigé le retrait immédiat et sans condition de ce projet de loi. Selon le quotidien, l'UMS est intransigeante sur l'âge de la retraite des magistrats qui est fixé à 65 ans. Relation sénégalo-turque, l'observateur parle de fruiture sur la ligne Dakar-Ankara, car Macky Sall a engagé le bras de fer avec Erdogan. Pour l'observateur, l'origine de ces nuages est à rechercher dans l'affaire Fethullah Gülen et la fermeture de Yavuz Selim. Conséquence de ce bras de fer, la Turquie bloque le partenariat Air Sénégal SA Turkish Airlines. Macky Sall, lui, n'est pas bloqué au sol. Et d'après Walfou Quotidien, Macky Sall passe le plus clair de son temps hors du pays. Et Walfou Quotidien donne à titre d'exemple son voyage actuel qu'il a mené à Washington et à Marrakech au Maroc. Pour Walfou Quotidien, le chef de l'État voyage beaucoup. C'est pourquoi le journal se demande combien coûte un voyage présidentiel, quelles sont les dépenses dans les hôtels de luxe, etc. Parlons de la COP22 qui se tient à Marrakech, car le Soleil nous informe que 250 000 villages de l'Afrique seront prémunis contre les changements climatiques. À en croire le Soleil, les ministres africains ont initié un plan d'action dénommé 3S, soutenabilité, stabilité et sécurité. Les objectifs de ce plan, dit le Soleil, c'est de stabiliser les zones sujettes à la migration, au déplacement forcé et à la radicalisation des jeunes. La polémique continue sur la libération de Karim Wade pour enquête depuis que son désir avéré ou fictif de rentrer au bercail a été esquissé. Karim Wade affole l'aiguille politico-médiatique. Selon enquête, beaucoup de faits ont été niés sur les modalités de sa libération. La Tribune y voit un silence coupable de Karim Wade. La Tribune cite Jeune Afrique qui, dans une enquête, a relaté les conditions d'exfiltration de Karim Wade. Puisqu'il est libre aujourd'hui, dit la Tribune, il a l'impérieux devoir de briser le silence, car en s'emmurant dans son mutisme, c'est comme s'il reconnaissait finalement ce dont on l'accuse. On termine par l'opération antiterroriste de la police. Le Populaire nous informe que le présumé djihadiste Abdou Joubeb a été arrêté samedi au quartier Gouy-Mourid Alwar de Rufisque. De son vrai nom, Abdoul Aziz Dia, revenu récemment du Niger, dit le Populaire, était activement recherché par nos services de sécurité. D'ailleurs, on a découvert chez lui des puces de téléphone et des vidéos qui attestent de son statut de membre d'une cellule terroriste.
13h34, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Une personne est décédée et 3 autres blessés dans un accident sur la Nationale 4. Parmi les blessés, le commissaire Mamadou Ndour, commandant le groupe opérationnel du GMI. C'est sa voiture qui a dérapé avant de percuter un véhicule de transport en commun. Les crimes organisés et le terrorisme dans la ligne de mire du nouveau patron de la gendarmerie nationale, le général Meissa Niang, au commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce matin. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao, Cheikh Tidiane et Ouleili, à la technique RSI Amadou Ndiaye, national Marie-Jo Faye, Ousmane Diop et au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.